La séance est ouverte. Le tribunal est aujourd'hui réuni pour prononcer sa sentence dans l'affaire concernant la légalité de la dette grecque. Pour plus d'informations au sujet de la création du tribunal et de la procédure qui a été suivie, on pourra se référer au statut du tribunal disponible sur le site internet du tribunal étudiant des règlements des différends internationaux. Conformément à l'article 9, 10 et 15 du statut du tribunal, les deux questions qui étaient posées aux parties étaient: première question. Le Memorandum of Understanding du 19 août 2015 conclu entre l'Union européenne, la République hellénique et la Banque de Grèce est-il conforme au droit international? Deuxième question. Au vu des circonstances actuelles, la République hellénique doit-elle respecter toutes les conditions du Memorandum of Understanding? Dans un premier temps, le tribunal reviendra sur les antécédents factuels et procéduraux qui ont mené à cette affaire, avant de se tourner dans un second temps sur l'appréciation qu'en a fait le tribunal. L'affaire de la légalité de la dette grecque nécessite de remonter au début de la crise économique et financière de 2008. En novembre 2009, l'économie grecque entrait en récession, exposant les banques privées grecques et étrangères à des risques croissants sur des prêts non performants. Le 23 avril 2010, le gouvernement grec annonça qu'il avait perdu l'accès aux marchés financiers et sollicita officiellement l'aide des États membres de l'Union européenne et celle du Fonds monétaire international. Et ce, conformément à la décision du sommet européen du 25 mars 2010. Un plan de sauvetage de l'économie grecque fut mis en place. Celui-ci prévoyait le versement de 110 milliards d'euros à la Grèce, en contrepartie de quoi celle-ci s'est engagée à entreprendre de larges réformes afin de respecter les strictes conditionnalités fixées par la Troïka. Sous l'égide de la Troïka, la Grèce a donc mis en œuvre une série de réformes dites structurelles consistant, entre autres, en un assouplissement des règles relatives au marché du travail, à une diminution des revenus salariaux et à des retraites, ainsi qu'en imposant des coupes budgétaires. Malgré ces réformes, la situation économique du pays n'a eu cesse de se détériorer. La dette grecque, quant à elle, n'a fait qu'augmenter, passant de 129,7% du produit intérieur brut en 2009 à 170,3% du produit intérieur brut en 2011. La crise grecque et les mesures d'austérité qui l'accompagnent ont eu un impact catastrophique sur la situation sociale du peuple grec et sur ses droits fondamentaux. En effet, alors que le taux de chômage s'élevait à 6,25% de la population active en 2009, celui-ci n'a cessé de croître pour atteindre 14% en 2010. Les revenus des Grecs ont quant à eux chuté considérablement, le revenu annuel moyen diminuant de 1 000 € en l'espace d'une année. En février 2011, la Troïka a exigé de la Grèce la mise en œuvre de nouvelles mesures d'austérité. Cependant, la Grèce faisant face à une grave récession économique et de la dette publique devenant incontrôlable, la décision fut prise d'accorder un deuxième plan d'aide à la Grèce. Le 26 octobre 2011, un deuxième plan d'un montant de 130 milliards d'euros fut ainsi mis en place. Loin de diminuer, la dette grecque a enregistré sa plus forte progression entre 2010 et 2014 pour atteindre un taux record de 200% de son produit intérieur brut en 2015. Le taux de chômage a lui aussi explosé, s'élevant aujourd'hui à 26% de sa population active. Les deux accords de prêt n'ont pu résoudre la crise. Au contraire, dans un contexte de paupérisation généralisée, les réformes imposées à la Grèce n'ont fait qu'augmenter la pauvreté de la population, entraînant de graves conséquences économiques et sociales pour les Grecs. En effet, les salaires ont été réduits, une négociation collective affaiblie, les périodes d'indemnité de chômage raccourcies. Les deux mémoranda ont également entraîné de graves conséquences sur la santé des Grecs. En 2015, un quart de la population ne bénéficiait plus d'assurance santé. Des maladies comme la tuberculose et la malaria ont progressé. La consommation des drogues chez les jeunes a augmenté, et ce, en raison du chômage et de la précarité de ces derniers. La santé et la vie des Grecs sont considérablement affectées par la crise et les mesures d'austérité qui s'accumulent depuis 5 ans. Force est de constater que la situation sociale, humanitaire
et économique de la Grèce n'a eu cesse de se dégrader depuis 2010, et que les accords de prêt n'ont pu résoudre ce grave problème. Face à un risque de défaut de paiement, le gouvernement a entamé de nouvelles négociations avec ses créanciers afin de mettre sur pied un troisième plan d'aide. Fin juin 2015, suite à l'échec de négociations avec les trois institutions créancières, le gouvernement grec a organisé un référendum afin que le peuple grec puisse se prononcer sur l'acceptation ou le rejet du dernier plan d'aide proposé à la Grèce par la Troïka. Le 5 juin 2015, les citoyens ont voté massivement, à 61,31% des voix, pour le rejet du plan économique proposé à la Grèce par ses créanciers. Le 19 août 2015, la Grèce a toutefois accepté le plan d'aide et les mesures d'austérité qui l'accompagnent par la signature d'un troisième Memorandum of Understanding attaché aux accords de prêt. C'est dans ce contexte que le tribunal exerce sa compétence dite proprio mutu, telle que définie à l'article 9 de son statut, qui devra déterminer si le Memorandum of Understanding est conforme au droit international et si, au vu des circonstances actuelles, la République hellénique doit-elle respecter toutes les conditions de ce mémorandum. Après avoir attendu les plaidoiries orales des représentants des deux parties le 17 mars 2016, le tribunal, en ce 27 juin 2016, va rendre sa sentence. La sentence du tribunal est divisée en deux parties. Dans la première, le tribunal analysera les arguments relatifs à la contrainte et aux normes impératives du droit international, avant de s'intéresser, dans la seconde partie, aux contre-mesures et à l'état de nécessité. Je passe donc à ce sujet la parole à l'arbitre Godard. Merci Monsieur le Président. Le tribunal va maintenant procéder à l'analyse de la validité du Memorandum of Understanding au regard de l'article 52 de la Convention de Vienne, afin de déterminer si le mémorandum n'a pas été obtenu sous la contrainte. Pour ce faire, le tribunal commencera dans un premier temps par exposer les différents arguments des parties. Dans un second temps, le tribunal examinera le fond, à savoir la nullité de l'accord conclu entre les parties au regard de l'article 52 de la Convention de Vienne. Tout d'abord, la République hellénique avance que l'accord conclu avec l'Union européenne est nul, car celui-ci aurait été obtenu sous la contrainte, en violation de l'article 52. La République hellénique fait donc valoir que l'article 52 de la Convention de Vienne inclut la notion de contrainte économique. Elle se justifie en considérant qu'une contrainte économique peut produire des effets identiques à ceux d'une contrainte résultant du recours à la menace ou l'emploi de la force armée. A l'inverse, l'Union européenne soutient que l'accord conclu avec la République hellénique est valide. Selon elle, l'article 52 de la Convention de Vienne est clair, il ne couvre pas le cas de la contrainte économique, laquelle ne saurait affecter la validité d'un traité. Elle avance également le fait que l'article 52 reprenne exactement les mêmes termes que l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, signifiant que ces deux articles doivent être interprétés de la même manière. Après avoir exposé les différents arguments des parties en cause, le tribunal va donc maintenant procéder à l'appréciation de l'affaire qui lui a été soumise. Ce tribunal estime d'abord que la contrainte économique est bien un motif susceptible d'entraîner la nullité d'un traité sur la base de l'article 52 de la Convention de Vienne. Le tribunal estime néanmoins qu'en l'espèce, aucun acte économique de nature à être considéré comme une contrainte n'a été posé en l'espèce et que le Memorandum of Understanding n'est donc pas nul au regard de l'article 52. Le tribunal estime que la notion de contrainte de l'article 52 de la Convention de Vienne peut couvrir des situations de pression économique lorsque celles-ci sont susceptibles de produire des effets similaires à ceux du recours à la menace ou l'emploi de la force armée. Durant les négociations de la Convention de Vienne, les positions au sujet de l'interprétation de l'article 52 étaient divergentes. D'un côté, les partisans de la thèse restrictive avançaient que l'interprétation souple devait être condamnée en raison du caractère flou et imprécis de la notion même de contrainte économique. A l'inverse, les membres de la Commission du droit international et certains représentants d'État se sont positionnés en faveur d'une interprétation incluant des pressions telles que les menaces d'étrangler l'économie du pays. Ainsi, en l'absence d'accord unanime entre les États ou de mention explicite de la contrainte économique dans l'article 52, le tribunal constate que la solution au conflit à la conférence de Vienne fut le renvoi à la pratique interprétative ultérieure comme seul critère d'interprétation admis. Le tribunal relève donc que les positions des États, comme celle de la République arabe syrienne, du Royaume-Uni ou de la Suède, sont favorables à une conception de la contrainte, ne se limitant pas uniquement à la force militaire, mais ces positions sont antérieures à la Convention. Le tribunal relève également les dispositions de la déclaration,
annexée à l'acte final de la Convention de Vienne, laquelle condamne solennellement le recours à la menace ou l'emploi de toutes les formes de pression militaire, politique ou économique en vue de contraindre un autre État à la conclusion d'un traité. Bien que sous l'angle du droit positif, cette déclaration n'ait pas de valeur contraignante, le tribunal constate qu'une telle déclaration de principe n'en consacre pas moins une interprétation souple de l'article 52. En l'absence manifeste de pratique des États postérieurement à la Convention de Vienne, ne permettant pas d'interpréter l'article 52, le tribunal constate que la contrainte économique n'ayant pas été formellement écartée, les débats relatifs lors de la conférence de Vienne ont laissé la porte ouverte à une interprétation extensive de l'article 52. Si le tribunal n'a pas connaissance de pratiques postérieures en faveur d'une interprétation extensive de l'article 52, de l'avis de la Cour, il existe des textes postérieurs à la conférence, lesquels, sans se positionner sur la question de la nullité des traités, condamnent néanmoins de manière claire le recours à la contrainte économique. En l'espèce, la pratique des États postérieurs à la conférence de Vienne est pratiquement absente pour interpréter la Convention. En raison du désaccord entre partisans de la thèse restrictive et extensive, lors des travaux préparatoires de la Convention, le tribunal estime que la contrainte économique n'a pas été formellement écartée comme pouvant constituer la contrainte au sens de l'article 52 de la Convention de Vienne. Par conséquent, la République hellénique est fondée à solliciter la nullité de l'accord conclu avec l'Union européenne. Cependant, le tribunal constate qu'il existe également un point de contestation relativement aux actes posés par l'Union européenne vis-à-vis de la République hellénique, lesquels seraient en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, et sur lesquels l'arbitre Wola va maintenant se pencher. Je laisse la parole à l'arbitre Wola. Merci, monsieur l'arbitre Baudard. En effet, la Grèce prétendait que les actes posés par l'Union européenne avant la conclusion de l'accord constituent une contrainte illicite rendant l'accord conclu nul. La Grèce invoque deux comportements particuliers posés par les institutions européennes durant le mois précédant la conclusion de l'accord. Le premier serait la menace proférée par la Banque centrale européenne de couper certains financements accordés aux banques grecques, en particulier la fourniture des liquidités d'urgence. La seconde menace serait celle de l'exclusion pure et simple de la zone euro, voire de l'Union européenne en tant que telle. Toutefois, la Grèce le souligne à juste titre. En droit international, pour que ces actes puissent être considérés comme une contrainte au sens de l'article 52 de la Convention de Vienne, il faut avant tout s'assurer qu'ils constituent en eux-mêmes une violation du droit international et en particulier qu'ils s'avèrent contraires aux principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies. La République hellénique ne s'est pas étendue en détail sur cette question, mais semble invoquer le fait que les actes susmentionnés seraient contraires à une disposition particulière de la Charte, l'obligation de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Pour rappel, la Cour internationale de justice dans l'affaire Nicaragua a défini ce principe comme celui qui, je cite, « interdit à tout État ou groupe d'États d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures de notre État. L'intervention interdite doit donc porter sur les matières à propos desquelles le principe de souveraineté des États permet à chacun d'entre eux de se décider librement. » La question pour les tribunaux se résume donc à celle de savoir si les actes posés par les institutions européennes et que la Grèce semble considérer comme contraires à l'obligation de non-ingérence dans ses affaires intérieures relèvent bel et bien des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des États permet à chacun d'entre eux de se décider librement. De l'avis du tribunal, les deux comportements mis en cause par la Grèce ne concernent pas des matières où elle aurait compétence de décider librement. D'une part, en ce qui concerne le comportement allégué de la Banque centrale européenne, le tribunal peine à concevoir comment la fourniture ou le refus de fourniture des liquidités d'urgence constituerait une matière où la Grèce pourrait décider librement. En rejoignant l'Union européenne, la Grèce a librement consenti à joindre sa politique monétaire et sa gestion des liquidités à celle des autres États européens. Elle a donné aux institutions européennes, et en particulier à la Banque centrale européenne, nombre de pouvoirs et une mission principale, assurer la stabilité des prix. La fourniture ou le refus de fourniture des liquidités semble être un acte de
dont la discrétion a été laissée par la Grèce elle-même aux institutions européennes. Et en ce qui concerne le second comportement prétendument problématique, à savoir la menace d'exclusion de l'Union européenne ou de la zone euro, les tribunaux voient encore une fois assez mal en quoi cette menace pourrait être conceptualisée comme une matière dans laquelle la République hellénique pourrait décider librement. Les questions d'appartenance à l'Union européenne ou à la zone euro sont par nature internationalisées. Les droits et obligations qui lient la République hellénique aux autres États européens sont prévus par des traités, lesquels peuvent être suspendus ou éteints. Les règles en la matière sont explicitement prévues dans la section 3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Si, comme cela semble être le cas, certains États considèrent que la République hellénique viole de manière substantielle ses obligations au regard des traités européens, la possibilité de suspendre ou même de mettre fin à ces traités est une chose tout à fait envisageable. Comme le rappelle l'article 60, paragraphe 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Loin d'être un acte d'une matière où la Grèce pourrait décider librement, l'exclusion de la zone euro ou de l'Union européenne dans son ensemble semble être une question qui appartient aux États signataires. En conclusion, et en vue de ce qui précède, le tribunal estime que le comportement des institutions européennes invoqué par la Grèce ne constitue pas une ingérence dans ses affaires intérieures, ni ne semble violer d'aucune autre manière la Charte des Nations Unies. À ce titre, ces comportements peuvent être considérés comme des actes de contrainte et la validité du Memorandum of Understanding ne peuvent donc pas être remises en cause sur cette base. À présent, je passe la parole à Madame l'arbitre Dubois. Monsieur l'arbitre, voilà, je vous remercie. Le tribunal va à présent analyser la question de la validité du mémorandum au regard de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1986. Le tribunal exposera tout d'abord les arguments des parties et poursuivra avec son analyse juridique de la question. La République hellénique prétend que le mémorandum est en conflit avec des normes impératives de droit international, à savoir le droit à la vie, l'interdiction de la torture et le droit à l'autodétermination dans sa dimension interne, et serait donc nul au sens de l'article 53 de la Convention de Vienne. Selon l'Union européenne, au contraire, le mémorandum est valide dès lors que l'article 53 de la Convention de Vienne est d'application stricte et que la République hellénique n'a démontré ni quelles étaient les normes en conflit, ni que le droit à l'autodétermination dans sa dimension interne relevait du jus cogens. Le tribunal considère que pour conclure à l'invalidité du mémorandum, il faudrait prouver d'une part que le droit à la vie, l'interdiction de la torture et le droit à l'autodétermination dans sa dimension interne relèvent du jus cogens, et d'autre part que le mémorandum est en conflit au sens de l'article 53 avec ces trois normes. Le tribunal analysera donc tout d'abord le caractère impératif de ces normes, et dans un second temps, si le mémorandum est en conflit au sens de l'article 53 de la Convention de Vienne avec celle-ci. En ce qui concerne le caractère impératif du droit à la vie, le tribunal note que son caractère indérogeable a été clairement établi par le Comité des droits de l'homme dans son observation générale numéro 6 et a été confirmé dans la jurisprudence internationale. Il en va de même de l'interdiction de la torture, qui a été clairement reconnue comme norme impérative de droit international, tant par la jurisprudence internationale que par la Commission du droit international. Ces normes sont donc bien des normes de caractère impératif. La question est plus complexe cependant en ce qui concerne le droit à l'autodétermination dans sa dimension interne. Il ne fait aucun doute aux yeux du tribunal que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dans un contexte de décolonisation, d'occupation ou de régime raciste, relève du jus cogens. Ceci ressort très clairement de la jurisprudence de la Cour internationale et notamment de l'affaire relative au Timor oriental. Néanmoins, le caractère impératif du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans sa dimension interne, à savoir le droit des peuples de déterminer librement leur statut politique, est plus controversé en droit international et n'est donc pas une norme indérogeable reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble. Dès lors, le tribunal ne peut conclure à son caractère impératif en droit international. Le tribunal observe cependant que de nombreux auteurs s'accordent sur la possibilité de reconnaître l'existence d'un jus cogens régional. Selon le tribunal,
Le jus cogens régional comprend les normes qui relèvent de l'ordre public d'un groupe d'États ou d'un ordre juridique particulier. En l'espèce, il ne fait aucun doute aux yeux du tribunal que l'Union européenne dispose bien d'un ordre public particulier et donc de son propre jus cogens. Or, le tribunal est d'avis que le droit à l'autodétermination, pris dans sa dimension interne, fait partie de l'ordre public européen et pourrait dès lors relever du jus cogens européen. À ce titre, le tribunal relève qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que la démocratie représente sans nul doute un élément fondamental de l'ordre public européen. Le tribunal est dès lors d'avis que les normes invoquées par la République hellénique, à savoir le droit à la vie, l'interdiction de la torture et le droit à l'autodétermination, sont des normes de jus cogens. Cependant, pour pouvoir conclure à la nullité du mémorandum, il faut pouvoir démontrer un conflit entre le mémorandum et ses normes. La République hellénique mobilise à ce titre deux types d'arguments pour conclure à un conflit au sens de l'article 53 de la Convention de Vienne entre le mémorandum et des normes de jus cogens. Le premier argument qu'elle mobilise porte sur l'exécution du mémorandum. Selon la République hellénique, les restrictions budgétaires imposées par le mémorandum ont eu des impacts sur la santé de la population d'une gravité telle que la mise en œuvre du mémorandum l'a rendu contraire au droit à la vie et à l'interdiction de la torture. L'exécution du mémorandum serait donc en conflit avec des droits fondamentaux ayant caractère de normes impératives et serait donc nulle au regard du droit international. Cependant, le tribunal relève que le cas de la mise en œuvre d'un traité qui serait contraire à une norme impérative n'entre pas dans le champ d'application de l'article 53 de la Convention de Vienne. Le tribunal ne saurait dès lors conclure à l'existence d'un conflit entre le mémorandum et une norme impérative au sens de cet article. En effet, et c'est ce qui ressort clairement des travaux de la Commission du droit international, afin de conclure à l'invalidité du mémorandum, il faut pouvoir identifier un conflit clair entre une norme impérative et l'objet du traité ou une disposition précise de celui-ci. Dès lors, le seul fait que la mise en œuvre du mémorandum puisse entrer en conflit avec le droit à la vie et à l'interdiction de la torture ne peut entraîner l'invalidité de ce traité. En effet, l'exécution illicite d'un traité apparemment licite pose avant tout une question de responsabilité pour violation du droit international, mais n'entraîne pas la nullité du dit traité. Le second argument de la République hellénique touche à la manière dont le mémorandum a été conclu. Celle-ci affirme que le mémorandum a été conclu contre la volonté du peuple grec qui a voté contre lors du référendum de juin 2015. Le mémorandum serait donc le résultat d'une violation du droit à l'autodétermination et serait donc en conflit avec ce droit. Cependant, à nouveau, le tribunal ne peut adhérer à ce raisonnement. Tout d'abord car, comme le tribunal vient de l'exposer, l'article 53 permet d'invalider un traité uniquement lorsque l'objet ou le contenu du traité sont en conflit avec une norme de jus cogens. Et en l'espèce, la République hellénique soutient que c'est la façon dont le traité a été conclu qui est en conflit avec le droit à l'autodétermination et non le contenu de celui-ci. Or, l'existence d'une telle règle en droit international ne ressort ni des commentaires de la Commission, ni de la jurisprudence. Le tribunal conclut donc que le mémorandum n'est pas en conflit avec une norme impérative de droit international au sens de l'article 53 de la Convention de Vienne et qu'il est donc valide. Je passe à présent la parole à Monsieur le Président Fantuzzo. Je vous remercie, Madame l'arbitre Dubois. Concernant l'argument des contre-mesures, la République hellénique fait valoir qu'elle peut suspendre les actes visant à mettre en œuvre le Memorandum of Understanding du 19 août 2015 suite à de nombreuses violations des droits humains. De plus, la République hellénique affirme que la signature du mémorandum met en place une structure dont la mise en œuvre est contrôlée par le Mécanisme européen de stabilité et la Commission européenne. Ces organisations internationales exerçant de facto un contrôle effectif sur les institutions grecques, au sens de l'article 15 du projet d'article sur la responsabilité internationale des organisations internationales. En réponse à ces arguments, l'Union européenne soutient qu'il n'existe pas de violation du droit international de la part de ces institutions, et que donc la République hellénique ne peut pas suspendre l'application du mémorandum en guise de contre-mesure. Afin de déterminer si la République hellénique peut prendre des contre-mesures, le tribunal a dû analyser si les conditions cumulatives contenues de l'article 51 du projet d'article s'appliquent dans le cas d'espèce. Premièrement, concernant les violations des droits humains, dans son analyse, le tribunal s'est penché sur l'impact des mesures visant la mise en œuvre du mémorandum. Le tribunal a constaté qu'il existe un contexte de paupérisation généralisée de la population grecque. En effet,
Entre 2009 et 2013, les dépenses du secteur du soin de santé ont été réduites de 42,5% et le taux de mortalité infantile est passé de 2,7 pour 1000 en 2008 à 3,7 pour 1000 en 2013. Selon le tribunal, lorsqu'un État ne prend pas des mesures nécessaires garantissant le droit à la vie, il viole les droits de l'homme. Les États ont l'obligation de prendre des mesures positives pour la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction. Or, le tribunal constate que les mesures visant à la réduction des prestations médicales, entraînant de facto l'augmentation du taux de mortalité infantile et diminuant l'espérance de vie vont à l'encontre du droit à la vie. Deuxièmement, concernant l'argument du contrôle effectif des institutions grecques par la Commission européenne et le mécanisme européen de stabilité, le tribunal a analysé l'article 15 du projet d'article sur la responsabilité internationale des organisations internationales. Pour que l'on puisse parler de contrôle au sens de l'article 15, il faut pouvoir prouver que l'organisation internationale est directement responsable des décisions précises qui font l'objet d'une allégation d'illicité. Cette interprétation découle de manière claire des jurisprudences internationales, notamment de l'affaire Brown, États-Unis d'Amérique contre Grande-Bretagne, et l'affaire du duc de Guise. Il en ressort que le contrôle dont il est question est un contrôle direct et effectif sur les décisions précises dont la légalité est contestée. Devant ce tribunal, la République hellénique n'a apporté ni la preuve d'un contrôle généralisé de la part de l'Union européenne sur la République hellénique, ni encore du moins d'un contrôle direct et effectif sur les décisions précises qui auraient mené aux violations susmentionnées des droits fondamentaux. En conséquence, bien qu'il existe des violations des droits humains, la République hellénique ne peut pas prendre de contre-mesures à l'encontre de l'Union européenne. Je passe maintenant la parole à Madame l'arbitre Pinot. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le tribunal en vient maintenant à la question de l'état de nécessité. La Grèce soutient qu'elle peut invoquer un état de nécessité afin de suspendre l'exercice de certaines obligations contenues dans le mémorandum, afin de préserver un intérêt essentiel de son État, en vertu de l'article 25 du projet d'article sur la responsabilité de l'État de la Commission du droit international. L'état de nécessité serait dû à la situation matérielle et financière extrême de la Grèce, qui l'empêcherait de fournir des services essentiels à sa population. L'Union européenne, quant à elle, affirme que la Grèce ne peut pas invoquer un état de nécessité, car la suspension des obligations ne saurait constituer un moyen de mettre fin au péril auquel fait face la Grèce, et car celle-ci aurait elle-même contribué de manière substantielle à la survenance de sa situation. Le tribunal s'est donc penché sur les trois questions soulevées par les parties, et estime que la Grèce fait face à un danger imminent, que la suspension des obligations du mémorandum peut permettre de diminuer ce péril, et que la Grèce n'a pas contribué de manière substantielle à la survenance de sa situation de nécessité. La Grèce peut donc invoquer l'état de nécessité afin de suspendre l'exercice de certaines obligations contenues dans le mémorandum. Tout d'abord, concernant l'existence d'un péril grave et imminent, le tribunal relève que la Grèce fait face à deux problèmes: la survie de son appareil étatique et économique et celle de sa population. En effet, depuis 2008, la dette de la Grèce, mais également le taux de mortalité infantile ou le taux de suicide ont augmenté drastiquement, alors que les dépenses publiques diminuent. Or, le tribunal considère que la destruction de l'État en tant que tel, ou la mise en danger de la vie de personnes, sont deux circonstances qui permettent d'invoquer l'état de nécessité. La Grèce fait donc bien face à un péril grave et imminent, au sens de l'article 25 du projet d'article de la Commission du droit international. Deuxièmement, et concernant la question de savoir si la suspension de certaines obligations du mémorandum permettrait de diminuer l'état de nécessité, le tribunal considère que cela serait bien le cas. En effet, le mémorandum prévoyant explicitement, entre autres, de diminuer les retraites, les dépenses de santé publique, ou encore de récupérer l'argent investi dans les cliniques privées, la suspension de ces obligations permettrait à la Grèce d'assurer les services essentiels que sa population nécessite, et ainsi d'au moins diminuer le danger imminent auquel elle fait face. Le tribunal rejette donc l'argument de l'Union européenne sur ce point. Enfin, en ce qui concerne le troisième point, à savoir la question de la contribution substantielle de la Grèce à la survenance de sa situation de nécessité, le tribunal considère que la crise à laquelle fait face l'État grec a été en grande partie gérée par l'Union européenne. Ainsi, si la dette s'élevait à 130% du PIB en 2009, elle atteignait 180% du PIB après 6 ans de gestion par l'Union européenne.
Le tribunal considère donc que ce sont les mesures imposées par les créanciers de la Grèce qui mettent l'appareil étatique et sa capacité à fournir des services essentiels à sa population devant un tel danger. Dès lors, la contribution de la Grèce à la survenance de cette situation de nécessité, si elle existe, ne peut pas être qualifiée de substantielle. En conclusion, le tribunal considère donc que la Grèce peut invoquer l'état de nécessité de manière à ne pas s'acquitter des obligations du mémorandum qui l'empêchent de fournir des services essentiels à sa population. Bien entendu, la suspension de ces obligations ne pourrait durer que le temps durant lequel il existe un péril grave et imminent pour l'État. Ainsi, la proposition grecque d'invoquer l'état de nécessité jusqu'à la renégociation de l'accord, ou tout au moins des obligations problématiques, semble pertinente, dans la mesure où ce sont justement ces obligations qui empêchent l'État grec d'assurer à sa population un accès à des services essentiels. Je passe donc maintenant la parole au président Fantuzzo pour les conclusions. Je vous remercie, Madame Pinault. En conséquence, vu les considérations et les motifs expliqués ci-avant, le tribunal décide à l'unanimité que, premièrement, le Memorandum of Understanding du 19 août 2015 conclu entre la République hellénique et l'Union européenne est conforme au droit international. Que, deuxièmement, la République hellénique n'a pas le droit de prendre de contre-mesures. Et que, troisièmement, la République hellénique peut invoquer l'état de nécessité afin de suspendre certaines des obligations contenues dans le mémorandum qui l'empêchent de fournir des services essentiels à sa population, et ce jusqu'à renégociation de ces obligations. Je vous remercie de votre attention et demande au greffier de bien vouloir transmettre la décision aux parties concernées. La séance est à présent levée.